Bonjour, c'est la deuxième partie de la séance 11 du cours de biostatistique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Bac-Nangou. Dans cette deuxième séance, on considère la théorie de l'estimation. Précisément donc, ça concerne l'estimation de paramètres de la population mère en utilisant les valeurs des mêmes paramètres d'un échantillon. Soit x, une variable aléatoire. La théorie de l'estimation consiste donc en l'évaluation d'un paramètre donné des variables aléatoires x, comme par exemple sa moyenne mu, ou sa variance sigma carré, à partir de la valeur du même paramètre d'un échantillon de x. Il y a deux genres d'estimation. Estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance. On parle d'estimation ponctuelle quand le paramètre à estimer est estimé par une valeur unique. Et on parle d'estimation par intervalle de confiance quand on construit un intervalle généralement centré sur le paramètre de l'échantillon et on affirme que le paramètre en question, le paramètre de la population, le paramètre à estimer, appartient à cet intervalle avec une probabilité donnée, appelée le niveau de confiance. Dans cette section, x désigne toujours la variable aléatoire de la loi mère, mu, sa variance, et sigma carré, sa variance. Mu, sa moyenne, et sigma carré, sa variance. En outre, on note son paramètre à estimer par θ. On commence par l'estimation ponctuelle, soit x1, x2 jusqu'à xn, un échantillon aléatoire de taille n de x, et soit phi n une variable aléatoire fonction de x1, x2, xn, c'est-à-dire une statistique. On dit que phi n est un estimateur ponctuel des paramètres θ si les valeurs de phi n se rapprochent dans un sens à préciser pour les grandes valeurs de l'anti-1 vers le paramètre θ. La qualité d'un estimateur est caractérisée par sa variance, par la variance de l'estimateur et par ce qu'on appelle le biais. Définition du biais. Le biais d'un estimateur ponctuel phi d'un paramètre θ, noté généralement B de phi, est défini par l'expression suivante. Donc, le biais, c'est la différence entre l'espérance de l'estimateur et le paramètre θ à estimer. Donc, la différence entre la valeur moyenne de l'estimateur et le paramètre à estimer. Il est évident que la qualité de l'estimateur est déterminée par la petitesse des deux grandeurs. La valeur absolue du biais, bien sûr. Plus la valeur moyenne de l'estimateur se rapproche des paramètres à estimer, plus l'estimation est bonne. Et aussi de la variance sigma carré. Plus la variance est petite, plus les fluctuations sont petites, les fluctuations de l'estimateur. Donc, et les valeurs, toutes les valeurs sont proches de cette espérance. Si ce biais est égal à 0, on dit que l'estimateur phi est un estimateur sans biais, des paramètres θ. Sinon, on dit que c'est un estimateur biaisé. Et le biais, c'est la différence donc entre l'espérance de l'estimateur et la valeur des paramètres. Exemple, donc on a vu que l'espérance de la moyenne arithmétique d'un échantillon de taille n, d'une population quelconque,
est égal à la moyenne de cette population. Voilà. Donc, le BI qui est donné par cette expression, c'est 0. Donc, on peut dire que la variable aléatoire xn bar est un estimateur sans BI de la moyenne mu de la population, quelle que soit la loi de la population. Deuxièmement, on a également vu que l'espérance de Sn carré, la variance de l'échantillon, qu'on a noté la variance de l'échantillon, l'espérance de Sn carré est égale à la variance sigma carré de la population. Donc, ce ou cette variable aléatoire, c'est un estimateur sans biais de la variance de la population. Par contre, on a vu que l'espérance de la variance empirique de l'échantillon, la variance qu'on a, l'espérance de Sn tilde carré, cette espérance est égale à ça. Donc la différence entre l'espérance de Sn tilde carré et la variance de la population n'est pas 0. Donc Sn tilde carré est un estimateur biaisé de la variance. On passe maintenant à l'estimation par intervalle de confiance. Il est plus raisonnable d'estimer un paramètre θ d'une variable aléatoire x par un intervalle i, et cela à partir de mesures x1, x2 jusqu'à xn, effectuées sur un échantillon de taille n. Cela se fait de la manière suivante. À partir des valeurs x1, x2, xn, on construit un intervalle i tel qu'on peut affirmer avec la probabilité 1 moins alpha que la valeur des paramètres θ se situe dans l'intervalle i. Dans ce cas, la probabilité alpha fixée d'avance s'appelle le risque et la probabilité 1 moins alpha s'appelle le niveau de confiance. On dit que i est l'intervalle de confiance au risque alpha de θ ou de niveau 1 moins alpha. Donc l'affirmation I est un intervalle de confiance des paramètres θ au risque alpha s'exprime par la formule suivante. La probabilité θ appartenant à l'intervalle I est égale à 1 moins alpha, ce qui équivaut à la probabilité θ n'appartenant pas à I, c'est alpha. Signification pratique de l'intervalle de confiance en utilisant la notion de probabilité. Donc, l'intervalle, on explique ça pour un risque alpha est égal à 0,05. Donc, si alpha est égal à 0,05, l'intervalle de confiance au risque alpha est caractérisé par la propriété suivante. Si on répète 100 fois l'opération consistant à prendre n mesures de x et calculer la moyenne arithmétique petit m, donc ici petit m, de cet échantillon, alors dans 95% des cas, la moyenne vraie, c'est-à-dire la moyenne mu de la population, se situe dans l'intervalle de confiance I, et dans les 5 autres cas qui restent, elle se situe en dehors de cet intervalle. Remarque sur l'effet de la taille de la population et la taille de l'échantillon. On commence par la taille de la population. Dans l'étude développée dans ce cours, pour les intervalles de confiance et pour les tests statistiques, on suppose que la taille de la population est très grande devant la taille de l'échantillon considéré. Ce choix est motivé par deux raisons. Premièrement, en pratique, l'étude est importante, surtout pour les populations de très grande taille, car pour les populations de petite taille, le développement des machines de calcul a rendu accessible le calcul direct des paramètres de la population mère, sans passer par des échantillons. Deuxièmement, cela nous évite la complication des formules
obtenu par l'intervention d'un autre terme appelé coefficient d'exhaustivité. Remarque sur la taille de l'échantillon. Dans le calcul d'intervalle de confiance ou pour les tests statistiques, il vaut mieux considérer de grands échantillons, généralement de taille supérieure à 30, car cela nous permet l'utilisation du théorème central limite et ainsi d'utiliser la loi normale. Il simplifie les formules. Mais dans le domaine médical, ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours facile de considérer de grands échantillons, car pour certains problèmes, ça nécessite des manipulations pour chaque observation. Intervalle de Parry. L'intervalle de confiance donne une estimation d'un paramètre de la population mère à partir des valeurs de paramètres observés d'un échantillon, tandis que l'intervalle de Parry consiste en l'estimation, c'est-à-dire la prévision des valeurs d'un paramètre de l'échantillon à partir de paramètres de la loi mère. L'intervalle de Parry a un lien direct avec le concept de test d'hypothèse qu'on va étudier dans les chapitres suivants. L'intervalle de Parry de la moyenne arithmétique xn bar dépend uniquement de la taille n et des risques alpha. Donc, pour chaque valeur de la taille n et du risque alpha, il y a un seul intervalle de Parry. Tandis que l'intervalle de confiance de la moyenne prévue dépend de la taille n de l'échantillon, du risque alpha, mais également des mesures effectuées x1, x2, xn. Ainsi, pour un risque alpha et une taille n de l'échantillon, on peut construire plusieurs intervalles de confiance. L'intervalle de Parry et l'intervalle de confiance sont de même longueur. Cette longueur augmente quand le risque alpha diminue et diminue quand la taille n augmente. Ces remarques sont obtenues directement de l'expression de l'intervalle de Parry pour la moyenne arithmétique de l'échantillon et de l'expression de l'intervalle de confiance pour la moyenne mu de la population. Donc, intervalle de Parry pour la moyenne arithmétique de l'échantillon xn bar. Donc, soit x une variable aléatoire, pas forcément normale, de variance sigma carré et d'espérance mu finie, et soit alpha un risque compris entre 0 et 1, soit l'échantillon aléatoire x1, x2, xn. Donc ici on considère un échantillon de taille n. On a le théorème suivant. Ce théorème nous donne l'expression de l'intervalle ou d'un intervalle de Parry pour xn bar. Donc c'est au moins l'une des deux conditions suivantes sont vérifiées. Quelles sont les conditions? Soit la loi de x est normale, soit la taille de l'échantillon est supérieure à 1. Donc si l'une des deux conditions, si l'une ou les deux à la fois sont vérifiées, alors on a la probabilité de xn bar moins mu supérieur à z alpha bar sigma c racine de n. Cette probabilité est égale à alpha. On a déduit ce résultat des faits que, dans ce cas, la variable aléatoire xn bar moins mu divisé par sigma c racine de n est une variable normale réduite centrée. Donc ici, z alpha bar est tiré ou est calculé à partir de la table 2 de l'écart réduit de la loi normale. Et donc il faut bien se rappeler de cette formule. Donc vous allez voir
Bien sûr, cette formule, dans le cas de grand échantillon, si x n'est pas normal, elle est tirée de la proposition 2 du théorème central limite. Mais si x est normal, elle est tirée de la proposition in qui n'utilise pas le théorème central limite. Donc à partir de la formule précédente, on obtient un intervalle de pari pour la moyenne arithmétique x n bar. Cet intervalle de confiance est donné par cette expression. Donc cet intervalle, la borne inférieure de cet intervalle, donc c'est mu moins z alpha bar sigma c racine de n, et la borne supérieure est mu plus z alpha bar fois sigma c racine de n. Donc ici, z alpha bar, on le calcule à partir de la table 2. On considère alpha, on fixe alpha et on aura la valeur de z bar alpha. N, bien sûr, c'est la taille de l'échantillon, et sigma, c'est l'écart type de la population. Donc cet intervalle de pari est donné, cette expression est donnée comme la variance est connue. OK. Et comme l'une des deux conditions qu'on a citées, et au moins l'une des deux conditions est vérifiée. Intervalle de confiance. Intervalle de confiance pour la moyenne vraie mu. Donc, comment on considère l'intervalle de confiance? Donc, on prend n valeurs de x, donc x1, x2, xn, divisé sur l'échantillon, et on calcule la moyenne m, donc c'est la somme divisée par n. Donc, on aura une expression de l'intervalle de confiance. On explique cette expression, on aura plusieurs expressions selon les données. Premièrement, dans le cas de grand échantillon, c'est-à-dire dans le cas où n est supérieur à 30. Dans ce cas, ne tape pas. Dans ce cas, si l'écart type de la population est connu, alors l'intervalle de confiance de la moyenne est donné par cette expression. Donc, sa borne supérieure, c'est m moins z alpha bar fois sigma c racine de r, et sa borne supérieure est m plus z alpha bar fois sigma c racine de r. Parfois, on écrit pour dire que cet intervalle de confiance a cette expression, on écrit que I indice alpha est égal à m plus ou moins l'IRR, plus ou moins z alpha bar sigma c racine de r. Donc, si sigma, dans le cas de grand échantillon, c'est-à-dire si n est supérieur à 30, l'intervalle de confiance à cette expression, l'intervalle de confiance de la moyenne, mais à cette expression, si sigma est donné, et à cette expression, si sigma n'est pas donné. Sigma n'est pas donné, on utilise cette même formule, seulement on remplace sigma, l'écart type de la population, par S, qui est l'écart type de l'échantillon. Donc, ça nous donne l'expression de l'intervalle de confiance dans le cas de grand échantillon. On considère un exemple donc on considère un échantillon de 75 stimulateurs cardiaques étudiés. Donc, si 75, cet échantillon a donné les valeurs suivantes. La moyenne de l'échantillon, c'est 0,31. L'écart type de l'échantillon, c'est 0,0015. Donc, première question, donner un intervalle de confiance à un niveau de confiance de 0,95, c'est-à-dire à 95%. Ici, donc, soit 0,95. On n'écrit pas 0,95%. Donc, soit. Donc, ici, il faut éliminer 0, intervalle de confiance à 95%, non à 0,95%, 95%. Donc, on se demande ou on se propose de calculer un intervalle de confiance de la moyenne mu de la population à un niveau de confiance de 95%. La première question. La deuxième question, quelle sera la taille n de l'échantillon si l'erreur absolue est inférieure à 0,0? Solution. Donc ici, directement la première question, on utilise l'expression de l'intervalle de confiance. Puisque ici,
n est grand, donc on est dans le cas de grand échantillon. Et sigma n'est pas donné, on a seulement l'écart type de l'échantillon. Donc, voilà, donc on utilise cette formule, la deuxième formule. Donc l'intervalle de confiance est donné par cette expression. Donc la borne inférieure c'est ça, la borne supérieure c'est ça. Ici, z bar 0,05, on utilise la table 2, on trouve que z bar 0,05 est égal à 1,96. Et S est donné, N est donné, donc il suffit de remplacer et on trouve que la borne inférieure de cet intervalle de confiance c'est 0,3068 et la borne supérieure c'est 0,3134. La deuxième question, pour la taille N, pour la valeur de la taille N, si l'erreur est inférieure à 0,01, l'erreur c'est ça. L'erreur donc, c'est la différence entre la valeur mu de la moyenne et la valeur petit m de l'échantillon qui estime mu. Donc c'est m ici. Mu appartient à cet intervalle, équivaut au fait que la différence entre m et mu est inférieure ou égale à cette quantité. Donc ça, c'est l'erreur absolue. Donc on écrit la condition, cette erreur absolue est inférieure à 0,01. Donc on a Z bar 0,05 connu, S connu, et reste l'inconnu, c'est racine de R. Donc, on l'obtient de cette inéquation. Alors, on obtient N supérieur à 864,36, et puisque N est un entier, donc il doit être supérieur ou égal à 865. Deuxième situation, K où X suit la loi normale et sigma est connu. Si X suit la loi normale et sigma est connu, alors la valeur, la moyenne arithmétique x n bar, comme on l'a vu, suit la loi normale. À partir de ça, on obtient une formule de l'intervalle de confiance semblable aux formules précédentes, à la formule précédente. Donc l'intervalle de confiance pour la moyenne dans ce cas, c'est la même formule. Donc il suffit de remplacer. Voilà. Donc on considère un exemple. On peut considérer un exemple. Ici une remarque. Donc Z bar indice alpha. Soit on utilise la table 2 pour la calculer, soit on peut utiliser la table 1 de la fonction de répartition de la loi normale des fluides centrés. En utilisant la formule Z bar indice alpha, si Z indice 1 moins alpha c'est 2. Donc Z bar indice alpha, si Z indice 1 moins alpha c'est 2. Si on utilise la table 2, on déduit Z bar indice alpha. Si on utilise la table 1, on calcule Z indice 1 moins alpha c'est 2. Un petit exemple donc ici on considère un échantillon, un petit échantillon, donc un échantillon aléatoire de taille 9, et de moyenne M égale 14,3, et pris d'une grande population distribuée normalement. Donc ici la loi de la loi mère est normale. Donc on utilise cette formule pour l'intervalle de confiance. Voilà, parce que sigma est aussi connu. Donc la question, à partir de cet échantillon, former un intervalle de confiance de la moyenne mu de cette population au risque alpha égale 0,05. Donc on utilise directement cette formule, il suffit de remplacer. Donc on doit remplacer M par 14,3, sigma par 1,5 et N par 9. Et ici, Z, si on veut utiliser la table 1, ici, c'est 1 moins 0,05 divisé par 2. Voilà donc l'intervalle de confiance à cette expression. Donc M, il suffit de remplacer. Donc Z par indice 0,05, si en utilisant la table 2, c'est 1,96. Sigma, c'est 1,5. 1, c'est 9, etc. On trouve enfin ces valeurs de l'intervalle de confiance pour la moyenne mu de la population. Enfin, la dernière situation, K où X suit la loi normale, mais sigma est inconnu.
Si sigma est inconnu, cette variable aléatoire ne suit pas la loi normale réduite centre. Il suit une autre loi, appelée loi de student. Donc on ne peut pas utiliser dans ce cas la table 2. On utilise une autre table qu'on a notée, la table 3, que vous trouvez dans mon site personnel. Voilà. Donc dans ce cas, l'intervalle de confiance de la moyenne mu est donné par cette expression. Donc l'intervalle de confiance, sa borne supérieure inférieure est m moins cette quantité, et sa borne supérieure est m plus cette quantité. Où tu alpha n moins 1 est calculé dans la table 3, où alpha est le risque et n moins 1 c'est le degré de liberté. Considère un exemple. Donc, un échantillon aléatoire de taille m est égal à 16. Donc, c'est petit échantillon. De moyenne m est égal à 27,9 et d'écart type S est égal à 3,23. Ici, donc, la variance de la population n'est pas donnée. Donc, on ne peut pas utiliser la table. Donc, cet échantillon est pris d'une population distribuée normalement. Cette condition est indispensable pour pouvoir avoir un intervalle de confiance. Donc, l'écart type de la population est inconnu. Quel I au risque alpha est égal à 0,5, l'intervalle de confiance de la moyenne mu de cette population, centrée sur la moyenne M de l'échantillon. Donc ici directement, on utilise la formule, donc mu est égal à M plus ou moins T bar indice alpha virgule N moins 1. Donc ici, on a S, l'écart type de l'échantillon 3,3. La taille, c'est 16, on remplace. Il nous reste T bar 0,05,15. Ici, donc, on cherche ça sur la table 3. Dans la table 3, on prend T bar pour DLL égale à 15 et alpha est égal à 0,05. On trouve que cette quantité est égale à 2,131. Donc l'intervalle de confiance, sa borne inférieure c'est 27,9 moins 1,72, et sa borne supérieure est 27,9 plus 1,72. Voilà la table 3. Donc j'ai parlé donc 15. Donc ici, la colonne, dans la colonne il y a les degrés de liberté. Donc le degré de liberté, c'est la taille de l'échantillon moins 1, puisqu'ici n est égal à 16, le degré de liberté c'est 15. Donc là, on est dans cette ligne. Et pour le risque, on regarde ici, le risque c'est 0,05. Donc on prend cette ligne d'intersection avec cette colonne. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, donc on est dans la ligne de degré de liberté 15, 2,131 comme on l'a mentionné. Avec ça, on termine notre cours sur les estimations. Donc ici, on a donné des estimations pour la moyenne de la population dans différentes situations. Et on a donné l'expression d'intervalle de Paris pour la moyenne de l'échantillon. Donc, également dans plusieurs situations. Merci de votre écoute et à la prochaine séance.